Retour sur cette deuxième partie de la Côte d'Ivoire des talents et elle va être consacrée à la musique, à la comédie et à la mode. 3 invités sur ce plateau et pas des moindres. Jean-Roger Adam, vous êtes lead vocal du groupe Les Zouglou Makers. Zouglou Makers justement qui essaie aujourd'hui de moderniser le Zouglou qu'on a toujours connu. Monsieur Gilles Touré, créateur de mode. On ne sait même plus justement quel titre donner, hein, créateur de mode, styliste, modéliste. On va dire créateur de mode. Créateur de mode. Monsieur Adama Daïko. Oui. Quel est le titre justement qu'il faut vous donner? C'est le président dans la République, c'est comédien, c'est quoi concrètement? Je suis Adama Daïko, je suis comédien, humoriste, écrivain, oui. Directeur du Festival international du rire d'Abidjan et ancien candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas vous laisser finir de vous présenter. Je laisse les téléspectateurs suivre cet élément dans lequel justement vous vous présentez vous-même. C'était lors d'un spectacle. Ah bon? Suivons plutôt. Daïko, je fais 1m80, 90 kg, je chose du 43, même en préservatif. Je ne bois pas, je ne fume pas. Bon, ce sont certains membres de mon entourage qui boivent. C'est comme un chef d'État africain, quoi. Il ne vole pas, c'est son entourage qui vole. Mes chers amis, ce que vous ne savez pas, quand j'étais encore artiste, mon rêve c'était de mourir sur la scène, comme Molière. Mais depuis que je suis candidat aux élections président, mon rêve c'est de mourir au pouvoir. Comme Félix Houphouët-Boigny, comme Yassine Beyade, comme Oumar Bon, comme Lassana Nako, et il y en a qui sont sur la liste d'attente. Ancien candidat au scrutin présidentiel ivoirien en 2010, nous sommes en 2015, vous n'êtes pas candidat, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non mais écoutez, en 2010, nous avions une vision pour la Côte d'Ivoire. C'était des élections très très difficiles parce qu'il fallait partir à la paix. Il fallait un humoriste comme Adama Daïko, étant président du Dromican, pour donner de la joie aux Ivoiriens et faire comprendre aux uns aux autres qu'on ne va pas aux élections pour se battre, pour faire la guerre, mais pour choisir un président qui va dans le rire donner la joie au peuple. Et c'est ce qu'on a fait. Et vous avez vu que cette année, je ne me suis pas présenté aux élections. On a dit aux gens d'aller retirer les cartes d'électeurs. Malheureusement, ce sont les candidats qui se retirent. Donc, voilà quoi. Adama Daïko, vous vous présentez en tant que président dans la République? Oui, oui, parce que quand vous dites président de la République, c'est celui qui a été élu par tous les Ivoiriens. Mais moi, je suis un président dans la République, c'est-à-dire que je n'ai pas un mandat limité. Les autres viendront, ils feront leur mandat, ils diront, mais moi, je suis toujours là. Voilà. Le monde de la comédie en Côte d'Ivoire est très florissant, hein, il faut le reconnaître. On a plusieurs stars, on a connu plusieurs séries télévisées qui justement ont emballé toute l'Afrique et même au-delà, ma famille. On a connu des jeunes justement qui évoluent, Dibé Cravate, beaucoup de jeunes, beaucoup de comédiens qui évoluent justement dans ce secteur en Côte d'Ivoire et qui font justement des merveilles. Quelle est la recette de la Côte d'Ivoire? Il faut d'abord saluer les médias en Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a la télévision nationale qui a permis à pas mal de se faire connaître. On a découvert à l'époque l'ancienne génération, les Léonard Grogué, Bamba Bakary, qui ont fait vraiment montre de beaucoup de talent. Et puis il y a eu Dimanche Passion, une émission télé qui a fait découvrir Guy Defay, Dibé Cravate et bien d'autres. Et puis il y a eu aussi l'émission à l'Ocodrome. Sur la radio Fréquence 2. J'ai participé à ces émissions-là avec Tonton Bouba à l'époque. À l'Ocodrome nous a révélé au grand public. Donc il y a eu une certaine dynamique d'abord au niveau des médias. Et puis bon, quand nous sommes arrivés, je veux dire, à un certain niveau, on a pris l'engagement de faire de l'humour en Côte d'Ivoire un produit intérieur brut. Voilà, aujourd'hui, il ne se passe pas une manifestation sérieuse tant qu'il y a un humoriste qui vient pour officier. Donc c'est un travail qui a été fait.
Et la Côte d'Ivoire est un pays d'humour. Les Ivoiriens aiment beaucoup tourner des situations très difficiles, même en dérision. Voilà pourquoi partout où vous passerez, quelle que soit la situation, vous aurez le sourire, vous aurez le rire avec l'Ivoirien. Gilles Touré, est-ce que les comédiens ivoiriens arrivent à vous faire rire? Est-ce que quand vous voyagez, quand vous allez en France, quand vous allez un peu partout dans le monde, est-ce que vous partez avec des DVD de comédiens ivoiriens dans vos Alors on me demande tout le temps, surtout que de plus en plus il y en a maintenant. Bonjour 2000, ça a été 2005, 2010, 2015 à chaque fois, donc je ramène à des amis qui sont à l'extérieur. Oui, c'est vrai qu'on rit beaucoup. On a eu une période assez difficile où justement il y a eu cette floraison-là de comédiens parce qu'on avait envie d'autre chose, justement. Voilà. Donc il y a eu la musique, coupé, décalé, tout ça, et puis à côté de ça, la comédie, voilà, qui a permis aux Ivoiriens de se maintenir, je pense, pendant ces périodes difficiles. D'accord, vous avez parlé de télévision, mais en 2012, vous vous plaignez que vous ne passiez plus à la télévision ivoirienne. Est-ce que ça a évolué? Oui, ben, c'est vrai. Moi, je ne voulais pas trop entrer dans cette polémique. J'étais candidat aux élections présidentielles et au deuxième tour, j'ai opté pour un autre candidat qui malheureusement n'a pas gagné. C'est un autre président qui est venu. Et puis, bon, ben, il y a eu pas mal de polémiques et je faisais partie d'une liste d'artistes c'est réglé quand même, qui ne faut pas passer. Non, non, il n'y a pas de problème. Je peux passer à la télévision maintenant, surtout que je fais des chroniques sur la radio même d'État. Oui, sur Fréquence 2, du lundi au vendredi, dans le rôle de la société civile. Je dis des choses même que certaines personnes n'osent pas dire. Je critique, je conscientise, je dénonce. Dans l'humour, ça passe bien, donc présentement, j'ai aucun problème. Jean-Roger Dom, vous êtes lead vocal de Zouglou-Maker. Est-ce que les comédiens ivoiriens arrivent à vous faire rire? En plus de nous faire rire, ils arrivent à rassembler. Parce que avec tout ce qui a pu se passer en 10 ans et même toute cette période, on avait besoin d'humour. Et donc avec eux, on est heureux, quoi. Voilà. Donc, il y a même des comédiens qui se sont transformés en chanteurs. Ouais. Voilà. Ah bon? Oui, mais non, vous savez, à l'époque, ce sont les comédiens qui faisaient les premières parties des chanteurs. Ils savent de quoi ils parlent. Mais il fut un moment donné dans ce pays, on a renversé la tendance. Ce sont les chanteurs qui venaient maintenant faire nos premières parties, nous les humoristes. Gilles Touré, est-ce que les musiciens, les comédiens ont aidé la Côte d'Ivoire à oublier un tant soit peu la crise post-électorale qu'elle a connue depuis plusieurs années? Bien sûr, c'est ce que j'en disais tout à l'heure, surtout la musique. Vous savez que tout l'événement de coupé, décalé, tout ça, c'était pendant cette période-là. Donc ça a permis justement aux Ivoiriens de s'amuser, de penser à autre chose. Et comme c'était des musiques très médiatisées, très connues, je pense que ça a permis de faire avancer, faire connaître le pays. Et aussi aux Ivoiriens d'oublier. Oui, tout à fait. Donc, je voulais ajouter quelques propos à ce qu'a dit mon frère Gilles Touré. Vous savez, moi, au niveau du Palais de la Culture d'Abidjan, nous avions initié un festival, le Festival international du rire d'Abidjan, qui a démarré en 2003. Il y avait déjà la crise à partir de 2002. Et des humoristes ont été rassemblés dans un spectacle qu'on appelle Maki le Dromican. C'est là où tout est parti. On a demandé comme ça aux humoristes de s'impliquer dans la réconciliation à travers des sketchs qui peuvent rassembler, qui peuvent donner de la joie aux uns aux autres. Et depuis ce temps, aujourd'hui, on a pas mal de jeunes qui en font un métier. Nous sommes très contents. Maintenant, c'est d'organiser le secteur afin que celui-ci soit dynamique et qu'on devienne maintenant des opérateurs culturels, professionnels. Voilà. Adama, votre dernier spectacle, je crois que ça doit être le dernier, c'est du CP1 à la CPI. Ça veut dire quoi? CPI, c'est... non, mais non, vous connaissez la CPI. Quand vous dites un Ivoirien, tu connais CPI, il va te dire, mais c'est à la haie. Oui. Mais en tant qu'humoriste, j'ai créé un spectacle juste après la crise, un spectacle qui pouvait me permettre de tourner en Côte d'Ivoire, mais je n'avais pas la possibilité en ce moment-là. Donc j'ai commencé par l'extérieur. Donc j'ai fait la grande première de ce spectacle au Burkina Faso. J'ai joué 2 fois la même nuit à la Maison du Peuple. C'est-à-dire pendant que je jouais, il y a un public qui attendait dehors parce que le titre était vraiment accrocheur. Du CP1 à la CPI. Comment du CP1, cours préparatoire première année, je suis arrivé à être candidat à la présidentielle ivoirienne. Dans CPI, c'est candidat à la présidentielle ivoirienne. Voilà, ou bien jouer la comédie avec le peuple ivoirien. Donc c'était ça. Maintenant, on peut donner plusieurs définitions à la CPI. Voilà, ça peut être la cour aux preuves introuvables, ça peut être la correction des politiciens infréquentables, ça peut être la chasse au président
je vais dire, intraitable. Voilà, ça peut être aussi capote ou préservatif pour les infidèles. Ça peut être aussi Côte d'Ivoire, pays indivisible. Cessons nos palabres interethniques. Ça peut être chantons et prions intensement. Ça peut être encourageons la coalition des pasteurs et des imams pour mettre fin au conflit palestino-israélien. Mais est-ce que justement cette manière de caricaturer l'actualité ivoirienne, cette manière de caricaturer des sujets qui sont très chauds, hein, des sujets qui sont difficilement abordables d'ailleurs, est-ce qu'elle est bien acceptée par les politiques, par les citoyens? Non, ils aiment bien ça. Ils aiment bien ça. Moi j'ai commencé l'humour sociopolitique depuis 1999, là où en ce moment, paix à son nom, le président Guy Robert n'était pas encore président. Voilà, moi c'est un engagement. Moi, mon style d'humour, c'est l'humour sociopolitique, c'est de toucher du doigt les réalités de la Côte d'Ivoire. L'humour sociopolitique, c'est quoi? Non, mais ça dit c'est de l'humour qui touche. Il y a de l'humour économique? Ah, oui. Et puis bon, parce que dans la politique, il y a l'économie, il y a le social, il y a le culturel. Alors, donc, moi, mon humour se définit par conscientiser, critiquer, dénoncer, mais sans toutefois blesser la sensibilité d'autrui. Donc, j'ai créé même un parti qu'on appelle le Dromika, voilà, le parti de ceux qui lèvent un peu trop le coude. Voilà, donc... qui boivent. Ouais, qui boivent, ça fonctionne bien. C'est le meilleur parti en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est le meilleur parti en Côte d'Ivoire. Alors, sur le Festival du Rire, c'est le festival que vous avez créé. Oui, en 2003. Oui, on a fait la dernière édition en 2010. C'est-à-dire les 7, 8 et 9 août 2010, avant que je n'aille à la présidentielle. Et le titre même du spectacle que j'ai monté, c'était la comédie électorale ivoirienne, CEI. À cette époque, vous voyez déjà. Et on a refusé du monde, les gens sont venus. C'est vraiment... voilà quoi. Donc c'était bien, mais depuis 2010, il n'y a pas eu une autre édition. Nous sommes en train de nous battre pour qu'en 2016, le FIRA revienne pour le bonheur de tous les Ivoiriens et de tous ceux qui aiment l'humour. Quand on parle de culture ici en Côte d'Ivoire, on ne parle pas que de comédie, on ne parle pas que de musique, on parle de musique, on parle de comédie, mais on parle également de quelque chose qui est très important, c'est la mode. Parce que depuis quelques années, on a remarqué que plusieurs jeunes se sont mis justement dans ce secteur-là et ils arrivent à évoluer, comme Gilles Touré. Mais nous ne parlerons pas de Gilles Touré dans le sujet que nous allons suivre tout à l'heure. Nous allons parler de ces jeunes-là qui ont commencé avec rien, qui évoluent quand même dans ce secteur et qui arrivent à bien s'en sortir. Suivons ce sujet. La Côte d'Ivoire est connue comme un haut lieu de la mode en Afrique de l'Ouest. Des créateurs célèbres comme Patéo, Angibel, Cissé Moïse ou Michel Yakis ont une réputation bien établie au plan international. Dans leur sillage, on assiste à la montée en puissance de jeunes créateurs tout aussi talentueux. Les défilés de mode et les concours donnent l'occasion au public d'admirer leurs œuvres. Le secteur de la mode est en forte croissance. De nombreuses entreprises et centres de formation donnent l'occasion aux jeunes d'apprendre les métiers de la mode. Cependant, les stylistes, designers, modélistes et autres créateurs sont confrontés à des difficultés. Les maisons de haute couture sont-elles viables économiquement? Quelle place pour les jeunes dans le rayonnement de la mode ivoirienne? Les jeunes créateurs peuvent-ils s'imposer sur le marché de la haute couture? Pour se faire un nom dans l'univers de la mode ivoirienne, les jeunes créateurs parient sur l'originalité. Ils s'inscrivent dans la valorisation du patrimoine culturel ivoirien. Un retour aux sources qui se traduit par l'inclusion des pagnes tissées traditionnelles dans leur création. Il fallait déjà commencer quelque part. Et comme l'Ouest de la Côte d'Ivoire avait traversé la crise, pour moi, c'était un moyen de montrer qu'à l'Ouest, il n'y avait pas que la crise seulement, c'est vrai. Il fallait vraiment montrer des belles choses comme nous avons le pain tissé qui fait vraiment la fierté de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a la cascade, il y a vraiment des belles choses à voir. Et pour moi, c'était vraiment important de pouvoir valoriser ce pain tissé. Ces pagnes-là, avant, ils étaient tissés, on les retrouvait beaucoup en bleu et blanc. Et depuis un certain temps, les tisserands ont décidé d'y ajouter de la couleur. Et je trouve que ces couleurs-là sont magnifiques. Et j'ai décidé de mettre ce pagne-là en valeur en présentant des tenues sobres, classiques, faciles à porter. Les jeunes créateurs de mode ivoiriens ont des parcours similaires, même si l'itinéraire pour arriver dans la mode peut emprunter des chemins différents. À l'origine, il y a l'amour de la mode et une idée commune. La formation est la base du succès de tout créateur. J'ai toujours été aussi fasciné par tout ce qui a trait au beau. Tout ce qui a trait au beau me fascinait. J'étais tout le temps émerveillé devant une magnifique tenue. Et aussi, je pars du principe que dans la vie, on fait ce qu'on aime véritablement. Après mon baccalauréat,
un choix s'est imposé à moi, celui de continuer mes études ou celui d'embrasser sa carrière artistique, notamment c'est la couture. Les jeunes créateurs de mode ivoiriens sont pleins d'ambition. Armés de leur talent, ils veulent conquérir le monde. De plus en plus, les stylistes ouvrent des boutiques de standing pour proposer leurs modèles à la clientèle. Une première étape avant l'objectif ultime, des circuits de distribution de vêtements prêts à porter à grande échelle. Pour y arriver, les jeunes stylistes ivoiriens travaillent à déployer leur talent dans des collections dont la qualité est de plus en plus irréprochable. Et nous avons la chance d'avoir sur le plateau l'une des icônes de la mode ivoirienne et même africaine, Gilles Touré. Vous n'êtes pas un jeune créateur, ça fait quand même 20 ans, ça 21 ans. Oui, je suis un petit vous avez célébré l'année dernière votre 20 ans de carrière, effectivement. 20 ans de carrière. Quel est le bilan que vous tirez? Alors 20 ans de beauté, 20 ans de mode, 20 ans de passion aussi, 20 ans de bonheur, parce que comme Patrick l'a dit tout à l'heure dans le reportage, c'est une passion avant tout. Donc on arrive là par passion et puis après on est obligé ça devient un business, donc on est obligé de vivre de ça. On se bat, ça fait longtemps que la mode africaine existe, mais on n'a pas encore réussi à avoir ce qu'on veut. Deux gros problèmes, donc l'industrialisation. Donc on travaille toujours depuis tout ce temps. Donc avant nous, donc les Patéo, Angibel, Misawi, tout ça, ont eu un gros problème au niveau de la production. Voilà, donc on travaille encore de manière artisanale. Et puis il y a un gros problème de formation au niveau de la mode. Ça fait qu'on n'avance pas comme on veut. Donc on travaille. Les créateurs africains et ivoiriens sont très créatifs, mais on n'arrive pas à sortir de l'Afrique parce qu'on n'a pas de production. Voilà. Beaucoup de téléspectateurs ont envie de se demander, Gilles Touré, il a commencé quand? Gilles Touré qui aujourd'hui fait ses armes avec les grands comme les Paco Rabanne, les grands. Comment est-ce que Gilles Touré a commencé? Alors j'ai commencé depuis toujours, donc depuis tout petit je savais que j'allais terminer dans le chiffon. Je suis l'aîné d'une famille, donc fallait faire des études. Donc j'ai fait un bac B, ensuite une licence en sciences éco. Et la condition justement pour que j'aille faire de la mode, c'était d'avoir ma licence. Donc j'ai eu la licence et puis ensuite je suis rentré dans une université des arts à Paris, MJM. Et j'ai fait donc 3 ans dans cette université, ensuite une saison chez Paco Rabanne. Et puis j'ai décidé de rentrer à Abidjan. Enfin j'ai été appelé par une maison de textile ici qui cherchait un jeune créateur et c'était l'occasion pour moi de rentrer parce que j'avais vraiment pas envie de rester en Europe. Donc je suis rentré, la maison de textile, ensuite Miss Côte d'Ivoire et puis c'est parti très très vite. Voilà. Quelle est la particularité de création Gilles Touré? Alors c'est le glamour rousse, donc c'est la femme très très féminine, donc jusqu'au bout des ongles, la poitrine mise en valeur, la taille ajustée, la hanche rebondie. Voilà, donc au départ on travaillait beaucoup de pagnes, mais de pagnes portées différemment. Donc ça ne sera pas le pagne qui est porté par nos mamans pour aller travailler ou pour aller au marché, mais c'est vraiment le pagne très très soie, très glamour. Donc beaucoup de paillettes, beaucoup de strass, beaucoup de mélange de matières, satin, duchesse, organza. Il n'y a pas la mode de Gilles Touré pour les hommes. Ah si, on a commencé. Donc il y a quelque chose qui marche très très bien depuis 3 ans, c'est la Gilles Short. Donc c'était un mélange de t-shirt et de broderie comme ça, un peu inspiré. Vous avez inspiré du Ndébélé, donc Afrique centrale, Afrique du Sud au départ. Aujourd'hui, on met un peu de paille, mais donc on appelle ça Gilles Short. Donc vraiment le t-shirt pour Gilles pour homme, voilà. Jean-Roger, vous avez aussi remarqué que la mode africaine, la mode ivoirienne justement, est en pleine expansion? Oui, avec en plus Gilles Touré, avec Patrick Assou que je connais bien. Et c'est bon, ça permet encore à la Côte d'Ivoire de gravir certains échelons. Et nous, on sera juste derrière les musiciens pour soutenir. Il y aura certains... À l'exemple de vous-même, vous portez une très belle chemise ivoirienne. Oui, on constate quand même qu'ici, dans les rues, à Abidjan, beaucoup d'Ivoiriens consomment local. Oui, je pense qu'il faut amener l'Ivoirien à comprendre que c'est vrai, les friperies, il y en a, mais il faut faire confiance à nos jeunes créateurs. C'est vrai que je porte une chemise, c'est un jeune Ivoirien qui l'a conçu. Voilà, donc Fofana, c'est un ami. Et moi, je pense qu'il faut comprendre les créateurs, surtout les créateurs de mode. C'est une industrie. Ça demande, c'est vrai, des financements. Aujourd'hui, ce que nous déplorons, nous, artistes, au niveau des politiques, vous avez vu tout le temps que vous avez reçu certains hommes politiques ici, donc vous suivez, mais ils sont rares ceux qui se sont appesantis sur l'industrie culturelle, qui sont rentrés vraiment dans le fond pour dire voilà comment est-ce que nous allons accompagner les créateurs, voilà comment est-ce que nous allons accompagner l'industrie cinématographique, théâtrale. Ben, chacun vient développer économie, alors que c'est un secteur qui non seulement emploie pas mal de compétences, de talents, mais qui peut permettre à une nation de se vendre
et permettre aussi à tous ceux qui en font un métier d'en vivre correctement. C'est dommage, c'est vrai que pour rebondir sur ce qu'il disait, en Europe par exemple, à Paris, la haute couture représente pratiquement 45% du PNB. Donc quand on prend Saint-Laurent, Dior, Chanel, tout ça, et parce qu'ils ont eu des accompagnements au niveau de la politique, mais ici, des politiques, oui, enfin des décideurs. Ici, non. La culture, la mode, la couture est un métier pour laisser pour compte. Même au niveau des parents déjà. Moi, je me rappelle, premier garçon d'une famille, très intelligent, bonnes études, collège, lycée français, bac plus 3, j'aurais pu avoir le bac plus 4 hein, si je voulais. Alors, ils ne comprenaient pas pourquoi Gilles va faire de la mode. Les gens autour, vous savez. Donc déjà, non, la mode, c'est pour ceux qui n'ont pas bien travaillé à l'école, ou ceux qui ont raté leur cursus scolaire, ou alors on inscrit la nounou faire des cours de couture parce qu'elle est restée 15-20 ans avec nous. Ça veut dire, jusque-là, la mode n'était pas vraiment considérée comme un vrai métier. Voilà. Mais à partir de Chris Edou, donc dans les années 80, ensuite il y a eu Patéo, Misaoui, tout ça. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont envie de faire ça. Nous, on a été vraiment le fer de lance de tout ça. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui nous suivent. Et on se rend compte tous les jours qu'il y a de plus en plus de talent. Donc dans les rues, chez nous, partout. Et voilà, maintenant, il faut regrouper, organiser tout ça pour aller vers une vraie industrie. Gilles Touré, vous avez l'habitude. Oui, parce que moi, Gilles Touré, moi j'avais voulu à un moment donné dans ma vie être mannequin. Ah. Voilà, mais bon, j'ai compris que les mannequins, après un défilé, on leur retirait toujours les tenues. Oui. Donc moi, j'ai dit non. Adama Daïko, président de la République, on ne peut pas me voir dans une belle tenue. mannequin. Non, en fait, je vous explique que si moi, élu président de la République, j'allais demander aux créateurs, c'est-à-dire de mon pays, surtout les créateurs de mode, de me proposer des tenues. Parce que le président, il voyage. Mais il n'y a pas... Il doit incarner la culture. Il est le premier magistrat de la République, mais donc il doit être le premier mannequin de la République. Quand il fait ses sorties à l'ONU, je veux dire à l'Union africaine ou autre, mais il faut qu'il soit habillé dans des tenues. Et ça, le Nigeria l'a bien compris. Conçues par les créateurs de mode de son pays. Oui, mais Gilles, par exemple, vous qui avez l'habitude d'habiller des hautes personnalités, notamment les premières dames et autres, je pense que vous avez l'occasion de transmettre ce message-là. Vous savez, le message est parti depuis longtemps, hein, mais les gens estiment, donc les femmes, ça va, elles portent du pagne, mais les hommes estiment que la tenue conventionnelle, c'est le costume. Et je dis non, quand on voit un président comme Goodluck, par exemple, Jonathan, qui portait toujours la tenue de chez eux, aujourd'hui, même au niveau il y a un truc qui... Les mariages traditionnels aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, les dames s'habillent en Nigeria, en tenue nigériane, vous allez dire, parce qu'ils ont réussi justement, le Nigeria, à imposer leur tenue à l'extérieur. Ouais. Et parce que le président porte, parce que les autorités portent, parce que les décideurs portent. Non. Ici, la première dame va mettre du pagne, d'accord, quelques femmes ministres, mais ça va s'arrêter là. Mais je veux dire, les vrais décideurs, ceux qui sont vraiment au devant de la scène, continuent encore à mettre du costume parce qu'ils estiment que c'est du costume on pourrait décréter, par exemple, dans le mois, choisir un jour pour dire, bon, en conseil des ministres, on veut voir tous les ministres en tenue traditionnelle faite par nos créateurs. Cela, c'est une proposition de la demande. Non, je n'ai pas été candidat cette année. Ce sont des idées. Ce sont des idées qu'on a en 2020. Bon, en 2020, pour le moment, je n'annonce pas, sinon mes adversaires vont se préparer. Jean-Roger Adom, comment est-ce qu'il faut justement procéder aujourd'hui pour amener l'Ivoirien à plus consommer local, à plus consommer mode de son pays? Bon, moi, je parlerai plus du domaine dans lequel je suis, la musique. Nous, on a essayé de tourner dans certains endroits parce qu'à un certain moment, il y a Gilles qui parlait tout à l'heure du coupé-décalé qui a permis à la Côte d'Ivoire d'oublier un peu tout ce qui s'est passé, c'est vrai, mais c'est à connotation un peu étrangère. Et donc, il fallait tourner dans certains endroits, faire connaître le Zouglou parce que le Zouglou, c'est pour des gens qui sont nés juste un peu avant nous. Et donc, on a tourné, on s'est dit qu'il fallait imposer, aller faire le porte-à-porte, jouer dans des maquis, dans des bars, tout ça. Voilà, pour moi, c'est ça. Jean-Roger Adom, avec vos amis, vous avez créé le groupe Zouglou Makers. Effectivement. Et le groupe n'est pas né de toutes pièces. Vous étiez tous dans différents groupes, vous vous êtes réunis. Vous Effectivement, c'est un groupe composé de musiciens. Oui, mais avant de revenir là-dessus, vous prenez une nouvelle façon justement de faire le Zouglou. Et on va voir ça avec nos téléspectateurs. Et c'est quoi justement la musique Zouglou Makers, le Zouglou fait par les Zouglou Makers? On va voir ça avec l'aide de la technique. Voilà,
Tu n'as pas dit que Zouglou est tombé. Tu as menti. Ça peut jamais tomber. Même si les tipis n'ont pas dit vieux gaz est tombé. William c'est qui croit. Ça peut jamais tomber. C'est eux qui savent toujours que tel artiste est tombé. Jean-François Padio. Ça peut jamais tomber. Karim Kwame, ils ont dit d'un point tombé. Donc, Jean-Roger Adom, on a menti si on dit que le Zouglou est tombé? Ouais. Le Zouglou n'est pas tombé, le Zouglou avait fléchi. Et comme vous étiez en train de dire tout à l'heure, on a décidé de faire du live. Parce que le Zouglou, à l'origine, c'est aussi du live, mais c'était le warrior, les percussions, et puis des bouteilles, tout ça. Bon, à un certain moment, ça devenait un peu vieux jeu. Le couplet décalé est venu avec de nouvelles sonorités. Donc nous, on a décidé de faire du live, de mettre aussi, il y a des jeunes musiciens en Côte d'Ivoire qui connaissent bien la musique, les mettre en orchestre et puis essayer de reprendre des morceaux Zouglou que tout le monde a aimé dans des nights. Voilà. Est-ce qu'on peut repartir un peu au fondement même du Zouglou, l'origine? Le Zouglou, c'est quoi? Qui l'a créé? Le Zouglou est venu des cités universitaires. Et je pense que le Zouglou, au départ, venait parler des tares du pays et de tout ce qui ne marche pas. Et je pense qu'on est toujours dans cette même ligne, mais de manière un peu voilée, de manière un peu subtile. Voilà. Quand vous dites cité universitaire, c'est-à-dire qu'il était pratiqué essentiellement par les étudiants? Effectivement. En fait, c'est un mélange. Il y a ce qu'on appelait l'ambiance facile, qui est venue des villages, avec des gens du village avec des tambours, et puis les étudiants avec de petits textes pour pouvoir expliquer leurs souffrances et autres. Et donc c'est cet amalgame-là qui a fait le Zouglou. En Côte d'Ivoire, le Zouglou est très écouté dans les boîtes de nuit, dans les bars, restaurants, un peu partout. Quand tu sors, on entend du Zouglou. Et quelle est la recette? Comment avez-vous fait justement pour faire accepter à tous? Parce que le Zouglou ne date pas d'aujourd'hui, on entend le Zouglou depuis très longtemps. 25 ans. On a connu de grands noms du Zouglou. Quelle a été la recette? Comment avez-vous justement fait pour faire accepter aux Ivoiriens cette musique? Comme je disais, à un certain moment, le Zouglou était en train de baisser. Et donc, il fallait changer, il fallait innover. Et c'est cette innovation-là qu'on a eue, c'est-à-dire faire du live. Aller dans des bars avec des musiciens, éviter de mettre des CD et de jouer correctement, d'apporter de nouvelles choses. Et, quand nous, on commençait, ça fait quoi aujourd'hui? Ça fait 9 ans, on était seuls. Maintenant, il y a 15 orchestres qui sillonnent la Côte d'Ivoire comme ça. Et je me dis que c'est ça qui a boosté un peu le Zouglou. On parle de live, Adama Daïko, on vous voit vous aussi sur scène, vous faites du one-man show et c'est très bien apprécié. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui il faut aller dans cette tendance-là? Bon, le one-man show, c'est vrai que c'est la somme de son expérience artistique. Moi, je suis comédien de théâtre, formé par je veux dire, des professionnels tels que Sidiki Bakaba, metteur en scène cinéaste. Et puis, j'ai commencé à jouer dans des pièces de théâtre, à jouer des rôles très importants. Et c'est à partir de 1997 que j'ai décidé de contribuer vraiment à la promotion de l'humour. C'est-à-dire utiliser mon expérience de comédien de théâtre pour la mettre au service de la pratique de l'humour. Donc, je fais des one-man shows, des spectacles d'1h30, des spectacles de 30 minutes. Ça dépend des formats. J'ai créé un festival pour insuffler encore cette dynamique, comme l'a dit le frère, pour permettre aux Ivoiriens de comprendre que c'est une nécessité d'avoir des humoristes professionnels. Et nous sommes allés également en librairie. Donc j'ai publié jusqu'à 4 livres. C'est le 4e livre en date, et Diama Vieille. Et puis bon, moi je ne chante pas. C'est-à-dire je parle. Pas encore. Voilà, je parle sur la musique. On a connu Adama Daïko avec un reggae sur 6 titres de sketch qui a bien marché. On m'a dit, mais toi, tu peux faire de la musique. Il dit, non, je ne suis pas musicien, mais par contre, je peux collaborer avec des musiciens. Donc, j'ai fait un album de reggae, 12 titres, joué en live. Donc, aujourd'hui, je peux me faire accompagner par des musiciens en parlant sur la musique. Et puis, le CD, ouais, c'est pour dire qu'on travaille toujours. Oui, mais justement, Adama Daïko l'artiste Zouglou, on sent quand même qu'il y a une sorte de fusion entre l'art, la comédie, et la musique ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que même vous, au niveau du Zouglou, il y a quand même aussi, c'est souvent amusant. Il y a toujours de l'humour. Il y a de l'humour derrière. Oui.
Et c'est important, ça permet aux gens qui ont écouté de la musique pendant peut-être 1 heure de temps, à un certain moment, un peu d'humour, ça détend. Voilà. Mais vous savez que très souvent, quand vous remarquez certains textes des zouglophiles, les textes sont teintés d'humour. Ils font passer beaucoup de messages à travers l'humour. C'est ce que j'allais dire, c'est facile de faire passer le message par l'humour. En fait. Les parents du campus à l'époque, avec Billy Didier, comme il a dit, ils ont dénoncé pas mal de tas, des problèmes qu'ils vivaient au sein des cités universitaires. Donc c'était dans la musique et ça plaisait, ça plut aux gens. Et le zouglou, je veux dire que le zouglou doit être protégé. On doit donner du financement aux faiseurs de zouglou, parce que c'est une identité ivoirienne africaine. Aujourd'hui, c'est comme l'humour. Autrement, coupé décalé qui est... Voilà. Ok, non, mais non, là, on parle pas du zouglou. Voilà, effectivement. Je pense que ce qu'ils ont reproché au zouglou à un moment, par rapport au coupé décalé qui est parti très très haut, c'est que le coupé décalé a été accompagné d'un esprit vestimentaire. Mais donc, toutes les tenues vestimentaires, tout ça, donc le bling-bling. Voilà. Alors que ce qu'on reprochait au zouglou, c'était les vêtements un peu trop cheap. Voilà, les chanteurs zouglou ne s'habillaient pas, ils ne donnaient pas envie aux jeunes d'être comme eux, parce qu'on trouvait qu'ils étaient un peu, pas crades, mais bon, jeans, basket, t-shirt découpé. Et c'est resté étudiant. Voilà, c'est dommage. Et donc là, quand j'ai vu le clip tout à l'heure, justement, de ma chaise zouglou, avec des chanteurs zouglou bien habillés, justement, voilà, là, ça donne envie. Voilà, et je pense que la différence du coupé décalé, ça a été ça. Est-ce qu'il y a une mutation, justement, Adam, il y a une mutation du zouglou qui a tiré les leçons de votre, à un moment donné, de votre tassement par rapport au coupé décalé? Il y a un nouveau zouglou qui est arrivé? Oui, il y a un nouveau zouglou, surtout comme je disais, le zouglou en live. Et comme Gilles le dit, depuis un certain moment, les jeans, baskets, c'est un peu oublié. Pas de sacco, vous le voyez souvent en prestation. Et donc, il y a une certaine évolution. Je pense que c'est les jeunes qui sont venus au zouglou. Puisque, comme je disais tout à l'heure, le zouglou a 25 ans aujourd'hui. Et nous autres qui avons pris le train en marche, on essaie d'apporter des améliorations tant vestimentaires que musicales, quoi. Voilà. Gilles Touré, il faut justement aujourd'hui mieux vulgariser cette musique-là. Il faut la vulgariser parce que c'est une musique qui est typiquement ivoirienne. Vous savez, tout à l'heure, quand je bougeais un peu comme ça sur ma chaise, parce qu'on ne peut pas ne pas écouter du zouglou sans danser. Voilà, moi, je suis pas... C'est vrai que c'est un peu bruyant pour moi, mais de plus en plus, il y a des endroits comme ça où on va écouter le zouglou en live le soir, même dans des endroits assez feutrés, assez chics. Hein. Je pense que ça fait partie de l'identité culturelle ivoirienne zouglou. Donc, il faut la protéger. Franck, on va peut-être faire un dernier tour de table, c'est-à-dire qu'on va demander à nos invités ce qu'ils souhaitent que le gouvernement peut-être puisse faire, parce que là, on est en pleine élection présidentielle, il y aura un nouveau président. Qu'est-ce que vous pouvez demander dans votre secteur, Adam, qu'on puisse faire? Je pense qu'on ne sera pas loin. C'est de se pencher un peu sur la piraterie, parce que l'artiste ne vit pas de son art. Un artiste qui s'assoit pendant des années, qui écrit, qui compose, et qui fait sortir une œuvre qui... dès que c'est sorti, quelques heures après, c'est au bord de la route à 300 francs. Et même dans ces 300 francs, il n'a pas 5 francs. On va demander au gouvernement cette année, dans les années qui viennent, de penser un peu à la piraterie pour que les artistes soient heureux. C'est mon mot. Moi, je pense que vous nous donnez là une très belle occasion de nous adresser aux futurs dirigeants de la Côte d'Ivoire au soir du 25 octobre. J'aurais pu le faire moi-même, mais... Cette année, je me suis abstenu pour voir un peu comment est-ce que les choses vont se passer. Mais il a dit, c'est vrai, il y a des fumoirs ici en Côte d'Ivoire et on a toujours déployé la police pour démanteler ces fumeurs de drogue ou bien mettre fin à la consommation ou à la pratique de ce genre de métier. Mais on ne peut pas déployer ces mêmes forces de l'ordre. Dieu seul sait combien ils sont. On doit quand même pouvoir les orienter dans ces endroits où les gens pratiquent la piraterie. Parce que je dis quoi? Que c'est une industrie. Quelqu'un qui met une bagatelle somme peut-être de 5-10 millions pour produire un album, et qu'avant même que l'album ne soit sur le marché, il se retrouve dans le marché noir et personne ne parle, personne ne dit mot. Je dis que c'est grave pour un pays qui veut se développer. Il faut que l'État comprenne que nous faisons partie de la société, nous sommes des opérateurs économiques parce que nous payons nos impôts, nous sommes organisés, on délivre souvent des factures normalisées et c'est normal qu'on nous protège, qu'on protège les créateurs, qu'on protège les artistes. Gilles Touré, l'État doit renforcer son soutien. Nous embauchons des gens, donc faisons partie justement de ces opérateurs économiques. Là, il faut qu'on donne un peu plus comment dire ça, il faut
il faut aider la mode. Il faut aider la mode. Tout le monde est d'accord aujourd'hui sur un truc, c'est que les créateurs ivoiriens sont talentueux. Maintenant, nous, talentueux créateurs ivoiriens, nous avons besoin d'autre chose, nous avons besoin d'être industrialisés. On a besoin d'aller au-delà, on a besoin de pouvoir partir à Paris, New York, Tokyo, Singapour, Honolulu ou Dakar et voir nos vêtements vendus. Voilà. Et pour ça, il faut une industrie, une vraie industrie de la mode. Je pense qu'ils ont compris que la mode est un vrai métier. Maintenant, il faut nous aider à nous industrialiser pour pouvoir diffuser nos vêtements à l'extérieur. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose d'autre. C'est vrai que nous sommes artistes, on peut demander beaucoup à l'État. Vous voyez un créateur comme Gilles Touré, si moi, président de la République, je fais asseoir tous les créateurs, tous ceux qui sont utiles, qui apportent beaucoup au pays, on peut leur donner par exemple des passeports de service pour leur permettre d'aller vendre la mode, l'humour, là, voyager facilement. Oui, Adama Daïko, une dernière question pour boucler cette émission. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle. Tout à fait. Ça a apporté quoi à votre carrière d'artiste? D'abord, il faut préciser que j'ai été classé 11e sur 14 candidats, donc je n'ai pas été dernier, c'est très important. J'ai même battu des professions de la politique. Ça m'a permis de comprendre que c'est vrai que je fais rire, je fais de l'humour, mais c'est un humour qui est pensé, c'est un humour qui est réfléchi. Ça m'a donné un autre statut. Donc c'est vrai, il y a le personnage, il y a la personne, mais il y a la personnalité. Voilà, donc ça m'a permis de comprendre que je suis utile pour mon pays parce que je voulais en être le président. Mais ça m'a aussi attiré, ça il faut le dire, des ennemis, entre guillemets. Parce que quand vous faites un choix à un moment donné, c'est vrai que beaucoup de personnes vont vous détester. Mais Dieu merci. Il faut en tout cas noter que ça, pour beaucoup, ça a marqué un coup. Le fait d'avoir été candidat, ça a marqué un coup d'arrêt à votre carrière d'artiste. Non, c'est parce que nous sommes en Afrique que les gens n'ont pas compris. C'est vrai que je ne fais pas trop de spectacles ici en Côte d'Ivoire, je fais des spectacles privés, mais je joue beaucoup à l'extérieur. Mais j'aurais voulu faire pas mal de spectacles à Abidjan comme je le faisais par le passé. Mais je me dis qu'après le 25 octobre, on ne parlera plus de Adama Daïko avait soutenu un tel, il n'était pas avec nous, c'est fini. Ça sera maintenant un nouveau Adama Daïko, président de Dromican. Et artiste. L'artiste, oui, je suis l'artiste. Merci beaucoup Adama Daïko d'avoir accepté de merci. Venir sur le plateau de la Côte d'Ivoire des talents. Merci à Gilles Touré. Merci bien sûr à Jean-Roger Adom du Zouglou. Voilà, Franck, c'est la fin donc de cette émission, la Côte d'Ivoire des talents. Et il ne faut pas oublier, Franck, demain, c'est dimanche. Demain dimanche, jour d'élection ici en Côte d'Ivoire. Chers téléspectateurs, vous êtes invités à suivre le grand débat. C'est la soirée électorale présentée par Babylas Botton et Marie-Angèle Touré, avec beaucoup d'invités ici sur ce plateau. À quelle heure? Demain à partir de 20h. GMT. 20h GMT. Donc soyez au rendez-vous, Thierry. Merci. On va se retrouver donc très prochainement sur les antennes de Africa 24. Merci. Oui, c'est de ça envie. Ça a commencé, il y a plus de